Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette deuxième émission des congrès de futurologie, une émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques, tous les lundis à 17h sur l'antenne de Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Aujourd'hui, une émission consacrée à un film pas méconnu du tout, à savoir Soleil Vert, en compagnie de Nicolas. Bonjour. Raphaël. Salut. Et notre invitée d'aujourd'hui, Clémentine de la chaîne Cinéma et Politique. Bonjour Clémentine. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous. Donc on va lancer tranquillement l'intro. Alors c'est la deuxième fois que je fais la technique ici, donc j'espère que je ne fais pas de bêtises. Si ça marche pas, je peux faire de musique. Tu peux faire de musique, effectivement. Je vais peut-être appuyer sur un mauvais bouton. C'est fort possible. Non, oui. Je suis bon. Quand vas-tu faire l'annonce? Dès que j'aurai assez de courage. D'ici 5 minutes, je pense. Préviens les autres. Ici la police. Ici la police. Ici la police. Nous vous demandons de vous disperser. Il n'y a plus de soleil vert. On a épuisé tous les centres. Arrive immédiatement le secteur. Les dégageuses vont arriver. Les dégageuses vont arriver. Je répète, les dégageuses sont en route. C'est parti. Et nous voici dans les studios de Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios, en compagnie de Clémentine de la radio et de la chaîne Cinéma et Politique. Et on va en parler un petit peu en fait de ton travail. Dis-nous tout, depuis quand elle existe? En fait, elle existe depuis décembre 2019. Donc avant, en fait, j'avais une autre chaîne YouTube qui s'appelle Le Labo de la Légiste, qui est plus axée sciences humaines et sociales, politique. Et un jour, sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo sur la politique dans le western italien. Et à partir de là, ça a été la révélation. Je me suis dit que j'allais faire une nouvelle chaîne pour allier en fait ma passion du cinéma et de la politique. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née la chaîne. Et en fait, il s'agit un peu de faire, je dirais, une archéologie par les films, en fait, de comprendre des époques, des périodes, à partir des films, de comprendre les contextes de production autour des films pour aussi en tirer des analyses politiques. Du coup, de quand date ta dernière vidéo? Ça parle de quoi? Ma dernière vidéo, alors elle a pas très bien marché, mais bon. Donc, celle qui a bien marché avant, c'est une consacrée à la bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo. Et après, j'ai fait une autre vidéo sur un film qui s'appelle Pain et chocolat sur la migration italienne en Suisse. Elle est trop bien, cette vidéo. Merci. Vraiment. Elle est super intéressante. Je pensais pas autant apprendre de choses, justement, sur la politique suisse. Tant mieux. Donc, je conseille, effectivement. Et donc, on t'a invité aujourd'hui. C'est une émission de science-fiction et tu nous as répondu, c'est pas trop mon dada. Que penses-tu du genre? Après, oui, c'est vrai que je suppose que vous avez un genre où il y a beaucoup de choses qui s'expriment, des peurs. Donc, on peut analyser beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est pas mon genre de prédilection. Pour quelle raison, je sais pas tellement pourquoi, mais c'est vrai que je connais assez mal le sujet et c'est vrai que initialement, c'était pour ça que je m'étais dit que c'était pas une bonne idée de venir, mais bon, si c'est axé sur un film, ça va. Et d'ailleurs, le film que tu as choisi, c'est Soleil Vert. D'accord. Et pourquoi tu as pensé à ce film? C'est vrai que c'est un film que j'avais découvert je sais pas, quand j'avais 16-17 ans, ça devait être en 2006-2007.
Et c'est un film qui m'avait fait une forte impression à l'époque. Alors c'est aussi parce qu'à l'époque, ça fait longtemps qu'on en parle du réchauffement climatique. Je crois que au moment où j'ai découvert, était sortie Une vérité qui dérange de Al Gore. Et bon, à l'époque, j'étais pas très poétisée. Bon, je me disais, il faut éteindre les lumières pour sauver la planète. Enfin, voilà. Donc du coup, ce film, oui, m'avait quand même impressionné. Ces histoires de cannibalisme. On a l'impression quand même qu'on touche à certains moments à une vérité. Tu l'as récemment ? Du coup, oui, je l'ai revu pour l'émission. Est-ce que je trouve qu'on est jeune et quand on regarde un film plus tard, des fois, on découvre vraiment un monde d'idées, de concepts en plus. Ça t'a fait cet effet ou pas ? Je dirais qu'après, j'ai quand même... il y a des séquences que j'avais oubliées et du coup, que j'analyse sous un autre prisme maintenant. D'accord. Et Raph, toi, tu penses quoi de ce film et de ce choix ? C'est un classique de la science-fiction, un classique de mon point de vue, de la science-fiction post-apo. Voilà, donc un énorme classique qui est en partie oublié. Je penserais tout le contraire, du coup. Moi, je trouve que c'est un film qui est surdiffusé. Mais il y a juste une petite anecdote, parce qu'il y a quelques années, j'avais fait une émission sur France Inter, une émission de culture pop, un truc comme ça. C'était une horrible expérience. Et justement, c'était une époque où il venait de ressortir le film en salle. Et il y a un chroniqueur qui nous a fait une sorte de chronique dithyrambique où tout d'un coup le film avait l'air génial, ça avait l'air d'une sorte de paradis. Et j'étais là, mais non les gars, voilà. Donc là, c'est l'occasion de le corriger. Voilà. De revenir du film. Du coup, on va se réécouter un nouveau petit extrait que j'ai appelé OK Boomer. Quand j'ai fait oui, c'est assez OK Boomer, même si tout ce qu'il dit est assez juste. On écoute donc Sol nous parler tranquillement de comment c'était mieux avant. Solitnikov, pas de dossier. Matthewson, hors juridiction. Shergoff, entré au foyer. Quant à Donaldson, extradé. Pourquoi tu ne prends rien ? J'ai pas encore assez faim. Je te laisse manger. Cochonnerie sans odeur et sans goût. T'as rien connu d'autre, bien sûr. Ah la vache. Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre. On trouvait de la laitue fraîche à gogo. Je sais, Sol, tu m'en as déjà parlé. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre ? On se croirait dans un four, on crève à force de transpirer. Tu sais que tu m'agaces. Et oui, les boomers s'agacent assez vite. Même si, dans le contexte du film, on comprend que la douleur est beaucoup plus prégnante. Parlons un peu du contexte historique du film. Est-ce que tu veux en dire un petit mot, Clémentine ? Oui. Disons que c'est un film des années 70, donc qui s'inscrit déjà quand même dans cette veine du cinéma paranoïaque des années 70. Alors déjà, concernant tout ce qui est la question de l'environnement, dès 1970, déjà un petit peu avant, à la fin des années 60, on a commencé à avoir une conscience politique écologiste se émerger. Donc, en 1970 a été créée une célébration qui s'appelle la Journée de la Terre et Nixon a aussi créé l'Agence de protection de l'environnement. Donc, il faut savoir que c'était une cause qui a été quand même embrassé par pas mal d'Américains. Donc Charlton Heston a quand même accepté de jouer dans le film, pourtant il est devenu républicain dans les années en 72. Et en 72 aussi, on a eu le rapport Meadows du Club de Rome sur l'épuisement des richesses. Il y a aussi eu le scandale du Watergate, donc il y avait une grosse crise de confiance à cette époque-là, qu'on ressent dans le film, puisque le gouverneur est de mèche avec les industriels. Et ensuite en 73, on a aussi eu le choc pétrolier, une forte désindustrialisation dans les années 70, une montée de la pauvreté, du sans-abrisme, des bidonvilles. Et par ailleurs, en 68, était sorti un livre, un best-seller qui s'appelle
la bombe P qui prédisait une très forte surpopulation dans les années à venir. Bon, maintenant, les chiffres se sont avérés faux, mais du coup, tout ça a fait l'objet de discussions dans le débat public. Et il y avait vraiment une espèce de peur de la surpopulation, etc. D'autant plus que dès les années 40, il y a eu une peur une espèce de phobie urbaine à cause de la migration des Noirs qui allaient dans les villes, dans les grandes villes, et les Blancs qui en fait migraient vers l'extérieur. Donc il y avait les Blancs avaient peur des Noirs, tout ça. Enfin, il y avait une espèce de peur des villes à cause de tout ça en fait. C'est marrant que Nixon crée la journée de la Terre. Je trouve que c'est un peu un foutage de gueule. Non, attends, monsieur, il ne crée pas la journée. Il crée l'agence. Il crée l'agence. En fait, sous la pression de la population, il va appliquer un certain nombre de règles qui vont être intégrées dans l'État fédéral. Mais le jour de la Terre, par contre, c'est une organisation qui développe ça à côté. D'accord. D'ailleurs, on a attaqué parler du film, on n'a pas du tout contextualisé ni son année de diffusion, ni son réalisateur, ni ce que ça raconte vraiment, et peut-être bêtement des auditeurs, ils ont le droit qui connaissent pas trop le film, même si on risque de le spoiler de ouf, chance, mais on peut pas trop faire autrement, de reparler un peu en profondeur. Ah oui, ça. Raph, ça te dit d'en parler un tout petit peu? Ouais. Alors, premier point, le film donc, il est de 73, réalisé par Ray Sher. Mais par contre, ce film est une adaptation tirée d'un roman qui s'appelle Make Room de Harry Harrison, romancier américain de science-fiction. Et le roman a été publié en 66. Donc, du coup, ça me permet juste de rebondir, c'est-à-dire que le film est une adaptation, rentre dans un cadre, on va dire, d'une tranche de l'histoire du cinéma de science-fiction qui démarre en 68 avec Planète des singes, et qui va s'achever en grosso modo 77 avec l'arrivée d'un côté de la Guerre des Étoiles qui va marquer une rupture en termes de storytelling. Et plus tard, il y a 79, Mad Max qui va encore amener autre chose. Mais il y a une période 68-77 où la science-fiction, on va dire cinématographique, aura pour particularité de couper, on va dire, les ponts avec tout un passé, qui sont les années 50-60. Et c'est une époque où on oublie complètement les extraterrestres, la menace extérieure, pour se refocaliser autour de l'humanité, la société, la civilisation, son devenir. Et c'est la première fois où il y a une véritable coordination entre ce qui se passe en littérature et ce qui se passe au cinéma. Et donc, juste pour rajouter le contexte, moi je vais rajouter en fait la petite couche science-fiction. C'est-à-dire que par rapport au contexte qui a été évoqué sociologiquement et politiquement, la science-fiction, alors là, je parle de la science-fiction qui peut embrasser la sphère de l'anticipation, c'est-à-dire une réflexion sur un devenir proche à moyen terme, et la science-fiction post-apo. Les deux fonctionnent en fait de pair. Et la question de la surpopulation, en fait, apparaît très tôt dans les années 60. Donc bien un ouvrage comme on a évoqué tout à l'heure. Et donc Make Room de Harrison se situe dans une réflexion donc, du point de vue de la science-fiction sur l'effondrement de la société par le prisme de la surpopulation et donc de l'épuisement des ressources. Mais je pourrais citer un autre roman de Lester Del Rey, qui est le 11e commandement, qui date du début des années 60, qui sera réécrit au début des années 70, et qui traite lui aussi de la surpopulation. Alors, par le biais de la guerre atomique, mais il y a une réflexion. Et ce qui est intéressant, c'est que ces quelques ouvrages qui sont un peu encore des francs-tireurs dans les années 60, et ben en fait, alors, pour juste expliquer, c'est que j'ai fait un énorme travail de recensement de toutes les œuvres de science-fiction post-apo. Et donc, j'ai constaté qu'au début des années 70, exactement entre 72 et 73, il y a une explosion des romans de science-fiction, critique, écologique, effondrement, surpopulation, épuisement des ressources. Tout d'un coup, en 2-3 ans, il y a une quinzaine de romans qui apparaissent. Donc, il se passe un truc et qui est lié au contexte qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le jour de la Terre, ces éléments-là. Et donc, Soleil Vert, l'adaptation, s'inscrit dans ce processus-là. Et qu'est-ce que raconte ce film, du coup ? Il raconte tout simplement l'effondrement de la civilisation
par le biais de la surpopulation qui entraîne l'épuisement des ressources. Et là-dessus, je tiens toujours au moins à évoquer le générique du film, qui est pour moi une leçon de cinéma et une leçon politique tout court, puisqu'en l'espace de quelques minutes, on nous raconte le départ d'une société américaine. Alors là, c'est l'Amérique. Donc c'est un peu le rêve de la société début 20e, fin 19e, où ça apparaît comme un paradis, encore l'humain est encore en connexion avec la nature. Et au fil des images, ce sont des images fixes, on va voir en fait comment l'industrialisation du monde détruit et ravage la planète. Donc on arrive aux phases de pollution, d'épuisement. Et donc en l'espace de 2-3 minutes, le ton est dit et la leçon est dite. C'est-à-dire que le film t'annonce clairement, on est arrivé au bout. Et donc juste pour finir, c'est que généralement en post-apo, on travaille toujours sur l'idée, la catastrophe sera brutale. Une bombe atomique, une comète, et tout d'un coup, la civilisation s'effondre du jour au lendemain. Soleil Vert s'inscrit dans un mouvement, mais donc c'est les romans post-apo écolo que j'ai évoqués juste avant, qui eux vont amener une notion d'effondrement progressif. C'est-à-dire que la civilisation s'effondre par pans progressivement pour arriver à un point de non-retour. Et je citerai par exemple la parabole du semeur d'Octavia Butler de 93, qui est un roman exemplaire sur cette question-là, mais il y en a plein d'autres. Et donc Soleil Vert, pour moi, je l'inscris à la fois dans la science-anticipation, mais aussi le post-apo, parce qu'on est dans un processus où on est arrivé au bout du rouleau. Et que le film va avoir pour contexte une civilisation qui est moribonde et une humanité qui est confrontée à son devenir, c'est-à-dire comment elle va pouvoir bouffer. Et donc ça, je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là. Et c'est marrant que tu parles du générique, parce que moi, en le revoyant, je sais pas si ça vous a fait cet effet, je repensais justement à des débats auxquels j'ai pas d'avis spécifique dessus, mais des débats comme la 5G, c'est-à-dire la question du progrès, et jusqu'où on peut aller dans le progrès par rapport à la planète. Est-ce que le progrès est toujours bon? Moi, c'est vraiment une idée qui m'est venue en regardant le film, le générique. Je me suis fait la réflexion sur... Je trouve que ça parle pas mal de ça aussi, de notre rapport au progrès. En fait, c'est un vieux débat. Hein. Ça remonte au 19e siècle avec rien que les mouvements luddites. Mais c'est une des grandes questions, et c'est une des grandes questions qui est développée au sein de la science-fiction. C'est notre rapport au progrès. Tu auras un pan qui sera positif. Alors on peut parler par exemple des transhumains, tous ces types de récits ou cyberpunk qui rêvent et fantasment sur la civilisation technologique de demain. Et tu as tout un pan d'anticipation critique qui, eux, font le choix du pessimisme et démontrent comment le progrès entraîne la destruction de la civilisation. Oui, complètement. Il y a... Déjà, je crois qu'il y avait une question dont tu voulais parler avec Clémentine, auquel tu tiens. Oui, j'aime bien ce mot en ce moment. Il y a un mot que j'aime bien, c'est que à chaque fois qu'on entend parler d'un truc qui fonctionne bien, j'y ai. Est-ce que Soleil Vert, quand on parle de cinéma de science-fiction, souvent il est cité un peu immédiatement. Ah oui, science-fiction, film Soleil Vert. Enfin, parfois ça peut être La planète des singes et plein d'autres trucs. Mais est-ce que, au point de vue de film de science-fiction politique, pour être un peu plus précis, est-ce que tu penses, par exemple, Clémentine, c'est pas une question piège, mais c'est une question large en tout cas. Si cette référence est maintenant un peu galvaudée, qu'on la sort pas à dire ah oui, je connais science-fiction parce que j'ai vu Soleil Vert. Et puis il y a les pièges. Après, c'est vrai que je sais pas, ça dépend toujours des milieux où on traîne. Je connais beaucoup de gens qui connaissent pas Soleil Vert, donc je sais pas trop quoi répondre. Moi, j'ai rajouté, c'est que Hollywood, en fait, c'est une question de génération. On a un vrai problème de curiosité par rapport à ce qui est, on va dire, un patrimoine cinématographique. Qu'il faut pas se leurrer, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes générations restent collées sur la production actuelle. Soleil Vert appartient à du vieux cinéma. Et donc, effectivement, je comprends que dans certains milieux, ça ne soit pas du tout une référence. Et d'ailleurs, ne jamais oublier que dans une politique de remise à jour, réécrit ces classiques, ils font des nouvelles versions. Et là, sur la question cinéma politique, et donc moi au moins sur le domaine de la science-fiction, qui est mon domaine d'expertise, ne jamais oublier par exemple le remake de Planète des singes de Tim Burton, qui est une horrible réécriture politique
du premier film et en plus une relecture politique du bouquin. Mais on pourrait citer aussi La machine à explorer le temps de Wells. Comparez l'adaptation de 60 et l'adaptation de 2002, vous allez voir aussi l'écart qui est fait. Et donc, si Soleil Vert aurait été, on va dire, un grand classique, on aurait eu un remake. Sauf que le film est tellement noir, tellement nihiliste sur sa conclusion. En plus, le film a été un bide. Il n'a pas du tout marché. Et il a d'ailleurs mis fin, on va dire, un peu à la captation hollywoodienne de ce type de cinéma sur la période. Donc là, on est sur une question juste de mémoire. Et que, franchement, moi, je reste sur l'idée que Soleil Vert, on va dire, sur des milieux qui sont associés à la science-fiction, oui, c'est une référence. Mais au-delà, c'est pas une référence. C'est un film qui a été oublié. Et quand tu l'as revu, toi, Clémentine, qu'est-ce qui t'a frappé au niveau politique, justement? Justement, c'est vrai que là, cette séquence d'ouverture, j'avais complètement oublié. Et c'est vrai qu'elle m'a à nouveau interpellée. Et c'est vrai qu'en fait, je la trouve aussi un peu ambiguë parce que d'abord, on a des images comme ça de plus au 19e siècle, avec des communautés qui sont en harmonie avec la nature, sur une montagne, près de la mer. Avec des esclaves aussi. Oui, à un moment, on voit... Mais c'est l'âge d'or américain, en fait. Voilà, et c'est ça, en fait... et en fait, plus on avance dans les images, et quand on arrive dans le milieu du XXe siècle, on voit qu'on a une diversité dans la population. On voit beaucoup plus de Noirs, d'Asiatiques, tout ça. Et on a l'impression que du coup, dans l'inconscient collectif, les minorités visibles sont aussi associées au chaos des villes, à la hausse de la criminalité qu'il y avait à l'époque, etc. Et que donc le temps passé, c'était mieux avant, c'était une période où c'était un monde un peu plus homogène et un peu plus blanc, quoi. Ouais, l'homme blanc dominé, ouais. Mais c'est vrai, on peut le voir comme ça. Je pense que quelqu'un avec certaines opinions un peu racistes pourrait le voir comme ça. Pour prolonger le propos, il y a un bouquin dans la collection Anthropocène, la grande adaptation, qui commence, il y a une petite intro sur en fait un membre du futur gouvernement Thatcher qui travaille sur un document et c'est sur la surpopulation. Et ce qu'il faut jamais oublier, c'est que du point de vue des élites, la surpopulation, ce sont les pauvres et que ce sont les pauvres qui ravagent les ressources. Et qu'il faut donc éliminer les pauvres. Grosso modo, je fais un peu grossier le discours, mais c'est ce discours-là. Et effectivement, dans le générique du début du film, il y a quand même cette idée-là. Par contre, ce que je veux juste, on va mettre le point, c'est qu'on est dans un cadre hollywoodien. Et j'aime toujours faire la comparaison Soleil Vert, Planète des Singes. Parce que Planète des Singes fonctionne complètement sur un schéma narratif hollywoodien. C'est-à-dire le héros lutte pour sa liberté. On est donc dans un schéma purement hollywoodien. Mais la grande forte ligne dans son scénario, c'est de renverser la machine à travers l'inversion de l'homme et du singe. Et qu'à une époque, dans les années 70, il y a une capacité encore, on va dire, du point de vue des réalisateurs, des scénaristes, de pouvoir dynamiter par l'intérieur ce type d'œuvre. C'est-à-dire qu'effectivement, Soleil Vert, il y a une ambiguïté, mais le discours final, la logique, le processus du film, la noirceur du propos, permet de compenser ça. Et effectivement, moi, je me suis toujours posé la question. Est-ce que c'était une manière de lâcher quelque chose pour plaire aux producteurs et du coup de faire passer le reste de la pilule, un peu comme Planète des Singes. Et quand je parlais tout à l'heure des remakes, des films notamment des années 60-70, il y a une relecture purement idéologique. Et là, on est dans le schéma hollywoodien et on massacre le propos critique qui avait pu être tenu dans les films d'origine. Ce qui est frappant dans La Planète des Singes, dans Soleil Vert, donc les deux avec Charlton Heston, c'est justement cette fin complètement noire et cette espèce de peur, on dirait à l'époque, de l'impuissance face à un système entier qu'on ne peut pas changer. On retrouve un héros qui essaye de changer les choses, en tout cas qui découvre une certaine réalité et qui au final n'arrivera à rien. Et dans les deux films on retrouve ça, mais aussi dans L'invasion des profanateurs, dont on a discuté la semaine dernière. D'ailleurs, ça me rappelle plus récemment, même si c'est pas tout à fait calqué dessus, la série assez récente Years and Years, de Fiat Davis, qui aborde quand même aussi la question de l'immigration, et comment l'État gère ça, et notamment un État populiste, et qui va prendre quelques exemples assez sales de l'histoire pour
pour les remettre au goût du jour. Très bonne série de science-fiction, très dure. Voilà, ça m'a rappelé d'un coup quand on parlait que cette série-là est peut-être des derniers éléments de création qui pouvaient un peu rappeler Soleil Vert. Et très politique. Oui, extrêmement politique. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait qui s'appelle Au doux. Bande, père, 14e commissariat. Je m'appelle Paul. T'as-t-on quelque chose à me reprocher? Une enquête sur le meurtre d'un monsieur William Simonson. Quel nom avez-vous dit? Simonson, c'était un homme très important, un homme riche. Je me souviens pas. Parlez, Vraiment? j'en suis certain. Un homme riche. Ah oui, je me rappelle. Les gens riches, on n'en voit plus jamais ici. Il n'y a même plus assez de place pour les pauvres. Ils sont bien trop nombreux. Père, Ma mémoire, c'est... Ce que je fais surtout, c'est donner de la place à ceux qui ont le plus besoin d'espace. Faut-il de la place? il faut que je sache ce qu'elle vous a dit. Êtes-vous sûr qu'il est mort? Vous en êtes certain? Oui, il est mort, père. De quoi vous a-t-il parlé? Revenez demain, s'il vous plaît. Je suis trop fatigué. Père. Père, l'avez-vous entendu en confession? Je devrais dire une messe pour lui, mais il n'y a pas assez de place. Dois-je en faire quand même? Ceci est très important. Je ne peux rien pour vous. Pardonnez-moi. Je suis rongé par elle. Par qui? La vérité. Celle que Simonson vous a dite? Toute la vérité. Mais quelle est-elle? Que vous a-t-il confessé? Oh, d'où Jésus. Et on est de retour. Clémentine, en écoutant cet extrait et en repensant un peu à tout le film, comment tu définirais le système politique actuel de l'Amérique dans le film, tel qu'il est? Moi, c'est vraiment, c'est vraiment une société capitaliste, sauvage entre guillemets, poussée à son extrême, on va dire. Bon, alors on n'a pas du coup raconté vraiment l'histoire du film, mais bon, il y a vraiment la métaphore, le cannibalisme, comme métaphore vraiment de cette société capitaliste où les gens finissent par s'entre-dévorer. Justement, moi, je voulais en parler un peu plus loin, mais on peut l'aborder là. Je trouve que dans le film, clairement, et c'est pas trop, c'est pas fait avec des pincettes. On montre vraiment les humains comme des objets. Il y a les comment ils appellent ça? Il y a les espèces de camions poubelles déjà pour mettre les cadavres. C'est les dégageuses. Il y a les dégageuses pour les manifestants, pour les gens qui sont pas contents. Et j'ai mis une petite citation de Staline, la plus connue. La mort d'un homme est une tragédie. La mort d'un million d'hommes est une statistique. Et je trouve on est pas loin de cette logique stalinienne. Et aussi, je trouve que est-ce que c'est pas un danger potentiel avec les États capitalistes aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas déjà, c'est pas la même mesure, mais une réduction de l'importance de la vie humaine selon les situations et les besoins, voire les dangers écologiques? Est-ce que c'est pas un danger potent? Qu'on se mange Alors, c'est une métaphore. On veut des réponses, Clémentine. Avez-vous des... c'est vrai qu'on est comme ça dans une société où, là, on nous représente une société où à la fois la vie humaine elle est précieuse puisque bon, elle permet de nourrir les gens, mais elle est aussi jetable et elle permet la survie entre guillemets des pauvres, mais elle permet le profit aux riches. Oui, parce que du coup, on voulait l'évoquer aussi. C'est pas une société où tout le monde est pauvre. Alors, pour rappel, dans le film, il y a plus de légumes, de viande, tout ça a disparu. Les gens mangent tous la même chose, une espèce de nourriture qui s'appelle Soleil Vert. Mais dans le film, alors Jal voulait l'évoquer, on se rend compte tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Non, il y a plusieurs soleils. Ouais. Il y a le rouge, il y a le jaune et il y a le vert. Et le vert est le plus prisé. Et on va expliquer effectivement pourquoi le vert est plus prisé.
Pourquoi est-il Non. le plus prisé? Allons-y, hein, on peut je parle de Non, Kafka. moi j'aimerais juste poser une petite question à Clémentine sur savoir par rapport au film, qu'est-ce qui t'a frappé politiquement? Le fait que tu veuilles tu nous proposes le film, on fait une émission là-dessus. Et alors après, c'est une question aussi de génération. Je vais jouer un peu le vieux singe, mais moi, je suis une vieille génération. Je suis une génération avant les youtubeurs, avant que tu vois tout ça. Donc du coup, effectivement, j'ai une vision, une lecture par rapport au film, et je pourrais en parler effectivement des heures. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu as fait ce choix de ce film. Qu'est-ce qui te frappe par rapport au contexte dans lequel tu vis? Tout à l'heure, tu évoquais le début des années 2000, la prise de conscience du réchauffement climatique. Moi, étant beaucoup plus, on va dire, plus vieux, si tu veux, la question du dérèglement climatique, c'est déjà dans les années 80, quand j'étais ado. 92, la conférence du climat, la découverte du trou d'ozone, tu vois. Donc, on était déjà dans des processus d'effondrement. Mais voilà, pourquoi toi, aujourd'hui, tu choisis ce film-là, et voilà, parce que je pense que c'est intéressant d'aborder aussi la question générationnelle. Pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui fait une émission YouTube sur rapport cinéma et idéologie, voilà, pourquoi ce film t'interpelle? Après, quand je l'ai découvert la première fois, j'étais pas plus poétisé que ça, mais j'imagine que ça faisait écho, justement, comme je disais, j'avais vu Une vérité qui dérange. Alors, je me souviens qu'on disait qu'en 2022, c'est bon, les Pays-Bas allaient être submergés. Bon. Et je pense que, je sais pas, en voyant le film, vraiment, c'est tout ce truc autour de la nourriture qui m'a interpellée, j'imagine, parce que c'est vraiment, on nous montre des choses qui, pour nous paraissent évidentes à voir, et qui, dans ce futur-là, tout devient très rare, de la confiture, un carré de chocolat. Puis aussi, toutes ces images de surpopulation m'avaient vraiment fait une forte impression. Et en revoyant le film, c'est vrai que pour un film hollywoodien, on est quand même étonné des engagements. Oui, alors j'ai vu qu'apparemment, donc le livre dont est inspiré le film, il n'y a pas d'histoire de cannibalisme. Non, pas du donc tout. Non. je pense que c'est vraiment ça, c'est la révélation finale avec le cannibalisme, qui vraiment, je pense que c'est là que vraiment se situe la critique du capitalisme, c'est d'avoir ajouté cet aspect-là, et c'est vraiment ça, je pense, qui m'a marqué. Puis c'est aussi, quelque part, la comparaison est un peu idiote, mais bon, souvent, on a des scandales sanitaires sur la nourriture, etc. Et c'est vrai que dans le capitalisme, on a comme ça une séparation entre la production et la consommation. C'est pas nous qui produisons ce qu'on mange. Et donc parfois, on a des découvertes comme ça, et le film joue là-dessus, sur les conditions de production qui sont opaques, et finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Oui, tout à fait. Je comprends. Il y a un truc, moi, Juste frappe. Juste une petite précision qui me semble importante dans le débat et par rapport aux auditeurs, parce que là, on évoque la question du cannibalisme, mais on n'est pas dans une logique comme La Route, pour ceux qui connaissent. Et il y a plein d'autres œuvres actuellement qui utilisent le cannibalisme. Il y a en fait la peur de l'effondrement de l'écosystème qui amènerait l'homme à devoir se dévorer. Moi, je rajouterais, c'est le cannibalisme industriel. La métaphore de Soleil Vert, elle se situe dans cette vision d'un capitaliste qui, arrivé au bout du rouleau, on en arrive même à ce que l'humain devienne son propre bétail. Et c'est pour ça que cannibalisme, je suis d'accord, mais c'est pas ce cannibalisme comme dans La Route, où le mec il découpe à coups de hachoir. Là, on est dans simplement une logique industrielle, une logique capitaliste qui fait on ne peut plus nourrir l'humanité, donc on va utiliser les cadavres et on va en faire de la nourriture. Et c'est là, voilà, où quand tu évoques cette notion de métaphore par rapport au système capitaliste, c'est ça. C'est que la logique, c'est que le capitalisme ira jusqu'au bout. Tant pis, on ira. Et dans le film, la démonstration, c'est de nous montrer que c'est pas grave. On instaure quand même un système industriel et on devient notre propre bétail. Et juste petite précision, c'est par rapport à du contexte. Ce qui est important, c'est que la question de la surpopulation dans le film,
Pourquoi il y a autant d'humains? C'est qu'il ne faut pas oublier qu'en termes de contexte, il y a encore le poids de l'Église dans nos sociétés occidentales. Alors, aux États-Unis, ça l'est toujours, mais en Europe, aujourd'hui, le poids n'a cessé de régresser depuis des années. Et les romans que je pouvais évoquer dans les années 60, comme Le 11e commandement ou le Make Room, donc le livre d'origine, on y sent encore le poids de l'Église. C'est-à-dire que c'est encore une société dans les années 60, avec tous les sketchs, on pourrait voir les sketchs du Monty Python ou ce genre de choses, on est encore dans une critique très virulente à l'égard du poids de l'Église dans les sociétés occidentales. Ce qui fait que c'est une des données dans le film qui est importante, c'est pourquoi cette surpopulation. Voilà. Ce que je vais rajouter, c'est un truc frappant dans le film et qui m'intéresse dans la vie de tous les jours politiquement, c'est qu'il traite de questions qui sont tabous aujourd'hui, qui me semblent tabous encore. On n'en parle pas beaucoup dans les médias, etc. Donc je parle de l'euthanasie notamment, et même du malthusianisme, donc de la question de la population. On arrive en surpopulation. Moi, je trouve que c'est une question très importante et qui est encore très très tabou. C'est-à-dire penser que comme les Chinois, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de réguler la population? Ça paraît impensable. C'est quelque chose qui n'est pas très apprécié aujourd'hui encore, parce que c'est apparenté la dictature, etc. Enfin, en tout cas, c'est deux choses qui sont abordées dans le film très frontalement. Et finalement, je trouve que là-dessus, c'est des choses qu'on aborde très très peu aujourd'hui. Après, j'ai l'impression quand même que quand on parle de contrôle de la population, on pointe toujours du doigt les mêmes populations, on va dire. Voilà, je suis d'accord. Ce sont telles personnes qui font trop d'enfants, etc. Donc, les pauvres, faut le dire, c'est les pauvres qu'on vise. Les personnes d'origine immigrée. Et d'origine immigrée. Je suis d'accord, et j'ai déjà parlé de ça avec des gens et ils m'ont un peu sorti que c'était dans certains pays qu'on faisait beaucoup d'enfants. Ouais, d'accord, super. Belle réflexion. Et en plus, les Mormons, ils font beaucoup d'enfants aussi. Oui, et puis nous, on utilise plus de ressources aussi. Enfin, je veux dire, donc non. Enfin, bref, c'est une question intéressante. Qui est pas simple du coup, effectivement, qui peut amener à des réflexions un peu limites, mais qui me semble importante. Et j'apprécie dans le film que ce genre de questions, comme l'euthanasie du coup, soit vraiment abordé finalement. Et dans l'euthanasie, c'est abordé de manière, c'est pas de manière moralisatrice en tout cas dans le film, j'ai l'impression. Une des plus belles, c'est quoi? Une des plus belles. C'est une des scènes les plus frappantes du film, la scène de l'euthanasie. Parce que c'est pas tant l'euthanasie qui pose la question, puisque de toute façon, le corps servira pour aller alimenter l'usine de Soleil Vert. Ce qui est fort, ce sont les images qui sont parce que c'est là où il y a une révélation par rapport à Frank Thorne, le personnage principal, qui est tout le discours. Tu as passé tout à l'heure l'extrait de Sol, qui est que le bon vieux temps, il y avait de la nature et tout. Pour Frank, il ne l'a jamais vécu, il ne l'a jamais vu. C'est son monde à lui, c'est son monde, son monde normal. Et le choc, c'est la révélation quand il voit les images d'une nature pure qui sont diffusées sur l'écran. Je pense que c'est pas l'euthanasie fait partie du jeu, mais parce que il y a une finalité. Mais la scène, elle est construite par rapport à cette révélation. Le film construit pas un discours là-dessus, mais en tout cas, il l'aborde. Je sais pas ce que tu en penses toi, sur ces genres de thèmes, si tu les as vus ou si t'es intéressé, ou même les questions féministes dans le film. Après, sur les questions féministes, je trouve ça un peu ambigu parce que on montre donc les femmes donc comme du mobilier, donc pour les spectateurs. Oui, en fait, quand on loue un appartement, on loue une femme avec. Enfin, on peut choisir de la garder ou pas, ça correspond au goût. Mais et le truc, c'est qu'en même temps, Charlton Heston, il débarque dans l'appartement, il prend la nana dans la chambre, et elle se déshabille et couche ensemble. Enfin, c'est un peu... je trouve que c'était un peu bizarre parce qu'en même temps, il n'y a pas... Enfin, on dirait qu'il n'y a pas non plus vraiment de remise en question. Enfin, je sais pas, c'était un peu ambigu, j'ai trouvé. Enfin... C'est les années 70, c'est pareil, toujours. Oui, bien sûr. Reconstitué. Mais il y a la scène où il fait son interrogatoire, le deuxième avec la fille. Ce qui est très drôle, c'est que si on n'écoute que le son, c'est une scène d'interrogatoire normale. Et en fait, si on met le son et l'image, c'est une scène d'interrogatoire et où ils se déshabillent en même temps et ils commencent à coucher ensemble. Non, parce que c'est très fort, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le personnage n'est pas un rebelle. Oui, c'est quelqu'un qui essaie de survivre. Et là, il faut faire le rapport avec le roman. Le roman ne traite que de la surpopulation,
Donc, New York, voilà, population. Il y a un problème pour s'alimenter, il y a rationnement d'eau. Et on va suivre un flic. C'est la même histoire, la même intrigue. C'est-à-dire, il y a un meurtre, donc un haut PDG assassiné. Le flic mène son enquête. Et il y a Sol, le personnage qui travaille avec lui. Et c'est l'histoire de la jeune femme qui est complètement qui n'est pas différente dans le roman, mais en fait, il va vivre avec elle. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'il la découvre dans l'appartement de Simonson, donc le PDG qui a été assassiné, il la récupère chez elle, il la ramène chez lui, et ils vivent dans un 2 pièces. Donc ils sont obligés de se partager. Et il y a un moment, donc la jeune femme, Shirl, finira par l'abandonner pour rejoindre un type qui a suffisamment les moyens, parce que c'est une question de survie. Et ce qu'il faut donc pas oublier, c'est que ce SF 60-70, c'est qu'on n'a pas des personnages même s'ils se révoltent, la révolte est complètement perdue d'avance, et que les personnages décrits dans le roman sont des personnages qui se contentent de survivre. Et la jeune femme survit par rapport à ce qu'elle peut, c'est-à-dire son contexte. Et le film fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'elle est une femme meuble, elle appartient à l'immeuble. Une esclave. Une esclave. Que le héros, le personnage, ne remet pas en cause ce système. Parce que de toute façon, tu ne peux pas remettre en cause ce système. Donc, ils font avec. Et s'ils couchent ensemble, c'est parce que c'est juste un moment. Tant pis, on ne réfléchit pas en fait au lendemain. Il n'y a pas non plus une volonté de s'émanciper. On ne peut pas s'émanciper dans cette société. Et je tiens juste à rappeler la scène où toutes les femmes meubles se réunissent pour faire la fête. Et quand il y a l'odieux gardien de l'immeuble qui vient les frapper, et là, Thorne intervient pour prendre leur défense. Et donc, on est toujours dans ce que j'évoquais tout à l'heure. On est dans un cinéma 70 qui alors pour moi, qui n'est pas ambigu, mais qui joue sur des contrepoids. Mais on essaie d'équilibrer, mais les personnages de ce film ne cherchent pas à renverser quelque chose. Ils vivent une situation, c'est comme ça, ils ne le remettent pas en cause. Et voilà. Et la scène de la fête permet de montrer quand même une humanité chez le personnage principal. Il y a ce double rapport. Si, non, si, c'est vrai que ça permet un peu de contrebalancer. Après, c'est vrai que c'est années 70 et on sent un bon vieux machisme ambiant, même dans l'écriture des rôles féminins. Mais c'est vrai que là, d'ailleurs, ça participe à ce dont je parlais tout à l'heure, faire des humains des objets un peu. Enfin, il y a vraiment tout un espèce de symbolique là-dessus. Mais alors, Nicolas, le fait de mettre en scène ce type de personnage n'implique pas forcément que les scénaristes disent c'est normal de soumettre. Non. C'est aussi ça la science-fiction. La science-fiction a quand même cette volonté de nous mettre sur des situations qui sont dérangeantes. Mais on n'est pas dans le côté récit, rebelle adolescent, où on va tout renverser, on va faire du genre Hunger Games. Non, mais là, moi, je suis d'accord avec toi, c'est ce que je dis. La noirceur du film, elle se situe aussi dans les descriptions sociales. Tout à l'heure, on évoquait un petit peu, on va dire, les classes. Moi, de mon point de vue, ce qui est frappant dans ce film, c'est que même la société capitaliste est arrivée au bout du rouleau. C'est-à-dire que rien que la nourriture, effectivement, à un moment, il y a une scène où ils récupèrent de la viande, un petit peu de laitue, mais c'est quand même, il y a quasiment plus rien. Le parc, quand le gouverneur va avec son gamin au parc, c'est juste une bulle avec 3 bouts d'arbres. Et ce qui est frappant dans ce film, et de l'époque, c'est de montrer que personne n'échappera au chaos. In fine, personne n'échappera au chaos. C'est la différence avec le contexte aujourd'hui, où les ultra-riches, l'élite, estiment avoir les moyens technologiques pour se replier sur des bases arrières et continuer à jouir de la vie telle qu'ils la connaissaient avant. Pour faire grossièrement, c'est l'idée juste de la bulle, de la ville fermée, qui sera réservée aux riches, et tous les pauvres de l'autre côté. Et ça, par contre, ça irrigue effectivement la science-fiction depuis des années. Ce type d'opposition entre la ville privée et les rêves libertariens de construire des villes flottantes, ce n'est que ça. Oui, c'est ça. Et toi, en tant que spectatrice et personne qui s'intéresse à la politique, quand tu regardes un film comme ça, est-ce que tu, en dehors des choses symboliques, est-ce que tu trouves que c'est un futur envisageable ? Possible, crédible. En 2022, non. C'est vrai que c'est en 2022, là. Ça va vite, hein. Oui. Après, moi, je suis pas devin, donc.
Il y a un truc qui m'a frappé aussi dans le film, enfin, je change un peu de sujet, mais Vas-y. c'est... Puis alors, en regardant vite fait sur Internet, hier, enfin, certaines images font beaucoup penser aux camps de concentration, notamment quand ils mettent les cadavres dans la fosse ou même les pelleteuses, en fait, ça fait penser. Et bon, après, j'ai vu que Richard Fleischer était d'origine juive, alors peut-être que bon, ça joue un petit peu, mais c'est vrai que par rapport aussi les corps qui sont Entassés. oui, voilà, ils sont jetés, pris, qui n'ont aucune valeur, en fait, ça m'a fait penser à ça aussi. Mais c'est vrai Non, mais que... tu as complètement raison. Ouais. Et c'est fait sciemment. Oui, Il y a vraiment cette idée, effectivement. On va s'écouter un petit extrait donc féministe du film. Ça tombait plutôt pas mal avant d'attaquer le dernier quart d'heure d'émission. J'attends 2 ans avant de trouver un appartement libre dans cette maison. C'est un bel immeuble. Il y a longtemps que tu habites ici? Très longtemps. Quel âge as-tu? J'ai 23 ans. Charles m'a dit 26. Eh bien, on a menti tous les deux. Ça va. Ça va même très bien. Je dors tard le matin, petit déjeuner copieux, mais pas dîner. C'est moi qui compose le menu du dîner. Je reçois 3 ou 4 fois par semaine. Quelquefois, c'est pour affaires. Dans ce cas, nous préférons être seuls. Quelquefois, c'est pour se distraire. Et on aime bien une fille qui soit marrante. Tu sais être marrante? C'est-elle être marrante? C'est la question qui est donc posée par ce film. Donc on attaque notre dernière ligne droite pour terminer cette deuxième émission des congrès de futurologie. Est-ce qu'on a parlé des castes? C'était un des thèmes que j'aimais beaucoup dans ce film, et l'intérêt c'est qu'en fait autant les castes aujourd'hui ont tendance de plus en plus se montrer, être évidente, autant le film les montre carrément entre les bourgeois, les gens qui vivent un peu comme ils peuvent, et ceux qui sont tout en bas en fait. Et puis il y en a encore d'autres. Il y a aussi la caste policière. Et oui, pourquoi tu évoques le nom de caste? Dit classe. On est dans la lutte des classes. Le film ne traite que de la lutte des classes. Garde le terme de classe. Ok, je peux garder le terme de classe, pas de... Ok. De classe. Classe, pardon. Voilà. Oui. Et Non, je fais mon pénible. Mais je pense le terme. Je sais pas, Clémentine, si tu as quelque chose à dire dessus. C'est vrai que une scène qui m'a un peu marqué à ce sujet, c'est le fameux meuble qui va chercher, il me semble, des produits. Donc on comprend que ça, je me dis dans l'avenir, ça pourrait être possible, l'idée qu'il y ait des fermes donc très bien gardées, qui produisent de la nourriture, et qu'évidemment cette nourriture soit réservée aux personnes les plus riches, et que nous devions bouffer des insectes ou je sais pas quoi. Ça, il n'y a pas dans le film, les insectes. On ne sait pas s'il y en a encore ou pas, mais... C'est l'alternative. Voilà, c'est l'alternative. Je crois qu'il n'y a plus rien du tout. Mais voilà, ça c'est... Oui, c'est vrai que là c'est assez évident. Puis on voit la différence entre l'appartement du détective et l'appartement très luxueux de l'industriel. Très spacieux en plus. Oui. Parce que du coup, comme oui, on surpopulation. puis la loge, Charlton Heston, il s'extasie devant l'eau qui coule, le savon, enfin... Et ça, c'est une vraie scène. C'est-à-dire que là, franchement, le rôle de l'acteur, il le joue, le personnage. Moi, c'est toujours une scène qui m'a systématiquement bluffé, parce qu'on y croit. Juste le personnage qui se lave les mains, effectivement, avec le savon, c'est un grand acteur. On n'aime pas le personnage public, NRA, républicain, la totale, mais là, on est quand même obligé de reconnaître que c'est un acteur. Et, voilà, c'était juste une petite parenthèse. Mais justement, c'est un truc qui est vraiment appuyé dans le film, c'est à quel point, justement, c'est comme une espèce d'avertissement. À quel point regarder toutes ces choses banales, aujourd'hui, à quel point ça peut être très précieux, un peu d'alcool, du savon, de l'eau chaude, et puis ils appuient vraiment beaucoup sur ça. Et je trouve que ça posait aussi un peu la question de notre rapport plaisir. Est-ce que on a encore des êtres humains si on vit une vie sans aucun plaisir,
sans aucun, où on mange des choses qui n'ont plus aucun goût, où on, bref, est-ce que ça peut, c'est une des choses qui font de nous des êtres vivants épanouis? Je pense que oui, un peu. Et ça participe à faire de ces gens dans le futur des espèces d'animaux presque, parce qu'ils sont dans une vie sans plus aucun plaisir. Oui, mais c'est ça en fait. Dans le film, il y a comme l'idée que le capitalisme est censé apporter le progrès dans certains discours, et là au contraire, on arrive presque à un état nouveau de barbarie entre guillemets. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans le cinéma aussi américain des années 70, on avait beaucoup de films comme ça qui jouaient un peu sur cette frontière entre civilisation et barbarie, dans des films comme Délivrance ou Les Chiens de paille. Bon, c'est pas de la science-fiction, mais c'est une question qui flottait un peu, j'ai l'impression, à cette époque. Et c'est vrai qu'avant, tu parlais du décalage, et c'est vrai que le film il joue beaucoup sur ce décalage, et c'est assez marquant dans la séquence justement d'euthanasie, où les personnages voient des images qui dans leur monde n'existent plus, et dans notre monde ces images existent encore, et bon, ça permet, le décalage permet vraiment de faire un avertissement destiné aux spectateurs. Ouais. C'est ça la science-fiction. L'essence de la science-fiction, c'est justement ce décalage-là. Juste pour rebondir vite fait sur les insectes, parce qu'on évoquait tout à l'heure les insectes. Pensez à Transperce-Neige, le film de J'allais l'évoquer. C'est-à-dire que l'évolution, là aussi, des thématiques en science-fiction, du rapport à la technologie, fait que Transperce-Neige, c'est que la bouffe des pauvres, c'est des insectes. T'as des films pour aller plus loin un peu ces réflexions-là, alors de science-fiction ou pas, t'en aurais toi à conseiller? Alors de science-fiction, franchement, je pense pas être la meilleure pour conseiller. Après, quand on me demande comme ça des recommandations, en général, il me faut un temps pour réfléchir, et là, comme ça, du tac au tac, c'est un peu compliqué, j'avoue. Je vais te donner un petit temps, je vais parler... c'est tout à fait normal. Oui, on a une actu ciné, comme chaque semaine, que va faire Nico de ce pas. Alors, j'ai pas tant préparé cette fois-ci, parce qu'elle n'était pas tant prévue, mais du coup, j'ai juste évoqué le fait que le cinéma français, j'en parlais, continue d'essayer de faire de la science-fiction. Et c'est bien, même parce que c'est très très rare. Et il se moque. Parce qu'on brille pas énormément là-dedans. Non, vraiment, oui, non. On brille même pas du tout, rien du tout en science-fiction. Justement, ceux qui essaient, moi je trouve ça bien. Et donc, j'ai vu un film qui s'appelle Le Dernier Voyage de Paul W.R., qui a la particularité d'avoir comme guest star dans ses acteurs Philippe Catherine et Jean Reno, qui est un film qui est franchement plutôt cool. J'avais eu l'occasion avant de voir le court-métrage qui va être utilisé là pour développer l'histoire du long-métrage. Honnêtement, même si c'est pas un film qui réfléchit beaucoup plus loin que son histoire, ça me donne un peu espoir de voir ces deux films là. Je parlais du film de Bertrand Mandico et maintenant celui-là, de voir des réalisateurs français qui essayent de faire des longs métrages, qui arrivent à se faire produire. Ça me donne un peu espoir pour qui sait, peut-être qu'un jour on aura de grands films de science-fiction français. C'est marrant, comme ça nous fait tous rire assez immédiatement. Écoutez, personne n'a Méliès, l'air convaincu. de décennie en décennie, on est déçus généralement. c'est ça, mais Méliès... On est Valérien. Non, c'est horrible. Non, mais il y a toujours eu du cinéma de SF français. La planète sauvage, hein. Oui, non, mais il y en a eu. Il y en a eu des bons. Mais c'est toujours 1 pour 10. Tu vois, c'est ça. Non, mais on est d'accord. Non, on parlait tout à l'heure de Netflix et des productions de séries télé, de séries SF. Au Danemark, en Angleterre, en Portugal, en Espagne, en Italie. Tous les pays produisent quelque chose. En danois, je pense à The Rain. Bon, il y a des productions dans les pays européens de séries de science-fiction de qualité. Et en France, rien, que dalle. Mais c'est dommage, parce que niveau littérature, on n'est pas mauvais. Alors si, il y a eu la CT, là, où il y a eu une saison, j'ai perdu sur la surpopulation, justement, qui est insupportable. Ouais, celle de... je sais plus. C'est pas la série... Trépalium. Trépalium. Effondrement en série... effondrement. L'effondrement des parasites, c'est très bien. C'est propre, ouais. C'est pas parfait, 2-3 jeux d'acteurs un peu à la française qui sortent un peu. Mais ça reste... Ça reste qui est quand même assez bien travaillé. Attendons de voir les films. J'ai l'impression dans les parasites, dans l'effondrement de parasites, c'est toujours un début de quelque chose, mais c'est toujours une prémisse, mais
J'ai l'impression que c'est ce qu'il y a de plus facile à écrire, mais après... Peut-être qu'ils vont faire une saison 2 avec... ça serait vachement bien d'ailleurs qu'ils continuent. Tu as tout à fait raison. On a toujours une idée, une intention, puis place d'élite. Mais moi, je suis pour encourager, désolé d'être positif, pour encourager toute tentative de science-fiction en France. Okay. Ah tu peux... vaut mieux ça que dire que tout ce qu'on fera, ça sera de la merde, et puis... Non, pas forcément, là. J'ai vu récemment Balle perdue. Production Netflix. Oui, c'est bien, c'est pas du tout de la SF. C'est pas de la SF, mais c'est un jeune réal qui fait un film qui se la joue pas, mais qui fait du vrai cinéma. Oui, c'est vrai. Et donc, il y a quand même les moyens en France. On peut faire on peut. Et on peut narrativement. Et je pense qu'il y a des choses qui pourraient arriver. On a quand même, on va diffuser ça, nous, avec les Inter, au Zola, le 14 novembre prochain, dans le cadre de la nuit du cinéma, qu'on appelle Déviante pour le moment, mais on va changer le titre. Rappelle-moi le nom, que j'ai regardé. Blood Machine. Blood Machine, qui passe en CGR en ce moment, qui est quand même, qui dure 50 minutes, c'est un moyen métrage. Et qui reste assez sympa, c'est trippé, etc. Mais c'est quand même une expérience, je pense, moi j'ai regardé sur grand écran chez moi, du coup j'étais content, qui reste assez folle. Après, qu'est-ce que ça raconte derrière? C'est la grosse imagerie sur la musique d'Al 236, John Carpenter, Carpenter Brut, c'est un mélange. Et ça reste une belle trouvaille. Ouais, moi vraiment, je suis, contrairement à certaines personnes pas très positives, je ne pointe personne du doigt, je suis pour encourager à fond tout ce genre de production en France. Ouais. Non, mais oui, c'est bien. Après, on va se casser la gueule sur plusieurs films. On va commencer à voir le début de la fin. Clémentine, est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur retrouver ton travail, où on le retrouve, où on peut voir tout ça? Il suffit de taper cinéma et politique sur YouTube, parce que je me suis pas trop fatiguée pour le nom de la chaîne. Et voilà, abonnez-vous. Évidemment. Et tu as déjà des idées pour des sujets à venir? Oui. C'est secret, confidentiel? Non. Là, disons que je suis en train de monter... j'ai fait ma première collaboration avec une autre youtubeuse avec une vidéo 5 films sur le travail. Et ensuite, je vais aborder, normalement, je vais faire... quelque chose sur les héros riganiens, quelque chose comme ça. Gros sujet. Ouais. Oui. Énorme sujet. On a hâte de découvrir ça. Puis après, j'aimerais bien faire peut-être quelque chose à nouveau sur le cinéma italien, enquête sur un cinéma au-dessus de tout soupçon. Voilà. Bravo. Un grand merci d'avoir été avec nous, Clémentine. Merci. C'était très content d'avoir pu parler de ce film avec toi. Donc, on se quitte pour cette deuxième émission des congrès de futurologie, une émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques, tous les lundis de 17h à 18h, sur l'antenne de Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Et l'émission est disponible dès le lendemain sur tous les podcasts agrégateurs de la galaxie. Donc, si vous écoutez ça, j'imagine bien maintenant sur Internet. Bonjour d'Internet. Un gros merci, Raph. Merci. Raphaël Colson, essayiste et aussi membre de la programmation du festival, qu'on est bien content d'avoir avec nous, et Nicolas Sébastien Landais, l'homme multitâche et roi du cinéma lyonnais, programmateur, comme on l'aime fort. Avec un t-shirt générationnel Jurassic Park. On se quitte sur ce morceau que j'ai trouvé, qui s'appelle Man vs Machine, du groupe Soleil Vert. Pourquoi pas. Bonne journée à tous.
concepts sont nos ennemis.